Hello les potos, vous voulez savoir s'il flotte? Alors suivez ma critique, let's go! On se retrouve donc avec ça, chapitre 2, sorti le 11 septembre 2019. Et le film il a été réalisé par André Muschietti, qui a déjà réalisé Mama et ça, chapitre 1. Côté des acteurs, on a tout d'abord Bill Skarsgård, lui il va recamper le rôle de Gripsou, ou ça, vous l'appelez comme vous voulez. Et lui on l'a déjà vu dans Deadpool 2 ou dans Emperor. Le deuxième, c'est la superstar James McAvoy qui interprète Bill Denbrough. Et on a déjà vu James McAvoy surtout dans X-Men. Il joue le rôle du professeur Xavier dans la prélogie et dans le film de Night Shyamalan, Split. Le troisième, c'est Jessica Chastain qui joue le rôle de Beverly Marsh. Alors Jessica Chastain, on l'a vu vraiment il y a pas longtemps au cinéma, parce qu'en fait elle était dans X-Men Dark Phoenix, et elle a aussi été dans un autre film, Seul sur Mars, avec aux côtés de Matt Damon. Voilà. Maintenant on se retrouve pour l'intro, je vous explique l'intro du film. En fait on se retrouve 27 ans après ce qui se passe dans le premier chapitre. Tous les losers, la bande des losers, sont partis vivre dans des grandes villes, sauf Mike Hanlon qui est resté sur Derry pour surveiller le phare. Et il va se produire de nouvelles disparitions et de nouveaux meurtres. Et Mike Hanlon, il va vite se dire, c'est bon, il est revenu, il faut que je les appelle pour qu'ils honorent leur pacte qu'on avait passé quand on était gamin. Et ce pacte, c'était le jour où Gripsou reviendrait, on se réunirait à nouveau et on le détruirait une bonne fois pour toutes. Et ben, voilà pourquoi ils vont se réunir. Alors, on passe maintenant à la critique. Alors, tout d'abord, on commence par Bill Skarsgård. Et Bill Skarsgård, je trouve que c'est vraiment le gars, sa mère a accouché de lui, elle l'a sorti, elle a dit, lui, c'est ça. C'est Gripsou, personne d'autre fera mieux Gripsou que lui. Et ben franchement, il est absolument incroyable. Je trouve vraiment, c'est un des plus beaux, des plus belles créatures, les plus belles interprétations de monstres dans les derniers films d'horreur de ces dernières années. Il a vraiment un visage très particulier, Bill Skarsgård, il a un sourire vraiment glaçant. En plus, il est grand et maigre, donc quand il bouge et qu'il fait vraiment des mouvements hyper chelous, ça marche, il est excellent. Et en plus, son costume et son maquillage, waouh, il est incroyable. La seule critique que je vais lui donner dans celui-là, vraiment dans le chapitre 2, c'est il est un peu moins effrayant, mais c'est vraiment dû à la mise en scène. Donc lui, vraiment, n'a rien à voir là-dedans. C'est la mise en scène, je la trouve un peu moins bien réussie dans ce chapitre-là. Mais lui, il est vraiment excellent. Après, James McAvoy, donc Bill Denbrough, lui, je trouve que c'est un excellent acteur. Il est très bon. Souvent, quand il fait des rôles, il a des rôles vraiment de mecs qui sont vraiment qui sont borderline, quoi. Ils sont toujours très expressifs, très dans la colère, très dans la tristesse, très dans ce que vous voulez. Lui, il fait très bien ces rôles-là. Là, pour le rôle de Bill Denbrough, je trouve qu'il le fait moyen. Parce que Bill Denbrough, c'est un personnage classique, c'est quelqu'un qui n'est pas très expansif, et voilà. Alors, il fait très bien ce personnage classique. Mais James McAvoy, je m'habitue à le voir dans des rôles un peu plus forts, quoi. Mais il le fait très bien. Et ensuite, le dernier, c'est Jessica Chastain, qui est pour moi la meilleure du groupe des héros, des gentils, parce que pour moi, le meilleur, ça reste Bill Skarsgård, mais elle, dans le groupe des gentils, c'est vraiment la meilleure. C'est celle où j'ai vraiment reconnu Beverly Marsh, gamine. J'ai vraiment eu l'impression que c'était la même actrice qui avait grandi. Parce que je pense que Jessica Chastain, elle a dû regarder la gamine, elle dire ok, elle joue ça comme ça, moi je vais le jouer comme ça. Ok, elle joue ça comme ça, moi je vais le faire comme ça. Et du coup, on voit une Beverly Marsh qui a grandi, qui est devenue une femme, mais qui garde quelques tics. Et quand elle arrive sur Derry, encore plus, ses tics sont encore plus marqués et on ressent les tics qu'elle avait quand elle était gamine. Donc du coup, c'est vraiment celle qui réussit le mieux à incarner, à donner la suite de la Beverly enfant. Après, les autres sont très 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 bons, mais je trouve qu'elle, dans ce cas-là, c'est la meilleure. Maintenant, on passe à l'ambiance, au décor et tout ça. Et là, je trouve que Muschietti, il a fait un excellent travail, notamment sur Derry, donc sur le village où se passe l'intrigue, parce que on ressent, quand on la voit, quand on y est, quand il y a des scènes tournées à l'intérieur, que le temps s'est arrêté. Vraiment. Déjà, il y a quasi personne. Franchement, les figurants, il doit y en avoir 4 ou 5. Il y a des grandes rues, il y a vraiment une personne qui passe, 2 personnes. Le village est mort. Ensuite, il a mis comme un filtre jaune. Vous savez, une photo, quand vous laissez beaucoup de temps dans une armoire, elle prend de l'humidité puis elle devient jaune. Et il a mis ces filtres jaunes pour montrer encore une fois que la ville s'était arrêtée de vivre dans les années 80. L'architecture n'a pas changé, mais pas changé d'un pouce. Et quand on voit justement les héros, à part Mike Hanlon qui est toujours à Derry, mais les autres qui sont sortis dans les grandes villes, où ça bouge, ça peps et tout, Derry paraît encore plus morte.
Et je trouve ça vachement bien. Quand on y est, c'est lourd, le climat, vraiment l'ambiance est lourde, elle est effrayante, elle est angoissante, on a envie vraiment que les héros, on a envie qu'ils se cassent tellement c'est pesant, c'est vachement bien foutu. Et deuxième élément de décor, je fais partie des costumes, parce que voilà, pour moi, encore une fois, je trouve que le designer de ça, donc de Gripsou, il a fait vraiment une version de Gripsou impressionnante. Déjà dans le premier, je le trouvais magnifique. Je trouve que c'est vraiment une des créatures les plus belles, encore une fois, je le répéterai jamais assez, du cinéma d'horreur moderne. Donc voilà pour l'ambiance et les décors. On passe maintenant au scénario. Et là, il y a beaucoup de choses que j'ai notées. Mais je n'ai vraiment gardé 4 qui m'ont vraiment marqué. La première chose que j'ai notée, c'est la fluidité par rapport au chapitre 1. Je m'explique. Dans le premier, on avait vraiment une histoire qui était hyper basique mais bien construite, dans le sens où voilà, on a un groupe de 7 gamins, qu'on appelle que dans l'école on appelle la bande de ratés, de losers, qui vont s'unir, qui vont être super potes, et c'est cette union, cette force de groupe qui va leur permettre de vaincre ça dans le premier chapitre. Et là, dans le deuxième, ils se réunissent de nouveau sur Derry, comme je vous l'ai dit, après l'appel de Mike Hanlon. Et ils vont, à un moment donné, je ne vous dis pas pourquoi ni comment, ils vont partir chacun de leur côté et faire leur propre petite histoire, des petites scènes et tout, et à la fin se réunir. Sauf que cette manière de raconter l'histoire casse la cohésion du groupe et on est moins attendri par le groupe, on ressent moins la cohésion de groupe qu'on avait ressenti dans le premier. Je trouve ça vraiment dommage, mais cela dit, dans les versions 90 de ça, parce qu'il y a des versions aussi de 90, un chapitre 1, un chapitre 2, dans les versions 90, que je connais aussi, que j'ai vu, il y a le même problème. Donc c'est un problème de Stephen King, c'est même pas un problème de Muschietti ou de voilà. C'est vraiment Stephen King qui s'éparpille dans ses livres, hein. Il fait souvent ça de toute façon, il s'éparpille beaucoup et du coup on perd en histoire, on perd un petit peu le fil de l'histoire, c'est un petit peu un peu spaghetti. C'est dommage, mais bon, voilà, c'est comme ça. Le deuxième point que j'ai noté, et là ça va être vraiment la structure de l'histoire. Alors, moi qui ai déjà vu, comme je vous ai dit, la version 90, dans l'ensemble, je peux vous dire, l'histoire est exactement la même. Mais la même. C'est exactement la même chose. La seule grosse différence, c'est qu'il va prendre des éléments, des espèces de twists, de révélations, on va dire ça comme ça, et au lieu de les mettre, comme on avait l'habitude en 90 à la demi-heure du film, on va voir peut-être à l'heure et demie du film. Donc on s'attendait à un truc à une demi-heure, pour ceux qui avaient déjà vu la version 90, non ça se passe pas. Non ça se passe à une heure et demie, au lieu de à 30 minutes du film. Voilà, il y a plein de trucs comme ça. Et ça, je pense, c'est surtout pour ceux qui connaissent les versions 90, pour qu'ils se disent, Muschietti s'est dit, bon, on va essayer de les surprendre un petit peu quand même, parce qu'ils connaissent déjà l'histoire. Mais après, dans l'ensemble, la fin est la même, l'issue est la même, à part quelques petits éléments qui changent, mais c'est relativement la même chose tout le temps. Mais bon, voilà. C'est l'histoire et il doit suivre le bouquin de Stephen King. Donc bon, il n'y a rien à dire. Le quatrième élément, et ça je pense que c'est vraiment le plus gros défaut du film, c'est le prolongement de scène. Ce qu'il faut savoir, c'est que le film il dure quand même 2h45. C'est énorme pour un film d'horreur, c'est énorme. Et c'est notamment dû à des prolongements de scènes. Alors, il y a des scènes d'horreur qui sont super bien, où genre notre tension, notre angoisse, elle fait pif. Elle monte, elle monte, elle monte. Puis après, hop, elle descend toute petite. Parce qu'au bout d'un moment, on commence à avoir l'habitude de l'ambiance. Donc au bout d'un moment, on est de moins en moins angoissé. Et lui, au lieu de s'arrêter au moment où notre angoisse descend, ce qui aurait fait par exemple des scènes de 10 minutes, il a attendu que notre angoisse soit tout en bas pour couper la scène. Et du coup, ça fait des scènes très belles à regarder. Visuellement, c'est très beau. Auditivement, c'est beau à entendre, si vous voulez. Mais au niveau de la tension, on la perd au fur et à mesure. Et il fait beaucoup ça tout le long du film. Il fait ça. Donc ça fait un film hyper long, mais avec des scènes beaucoup trop longues. Et le dernier élément que j'ai noté, et ça se résume principalement sur une scène que j'ai notée personnellement, mais il a rajouté en fait des nouvelles scènes qu'il n'y avait pas dans les versions 90. Et une principalement, quand elle a commencé cette scène aussi, putain c'est bon. Eh ben non, c'est pas bon. En fait, je m'attendais à un truc qui manquait principalement, à une révélation qui manquait principalement dans les années 90. Je me suis dit, c'est bon, Muschietti, il a pensé, il l'a fait en celle-là. Bah non. Au final, c'est une scène supplémentaire qui est absolument abominable, parce qu'elle vient apporter un élément qui est complètement pourri. Franchement, je vois pas ce que ça va foutre là-dedans.
Et, euh, et au final, j'en sais pas plus de ce que je voulais savoir. Donc voilà. C'est le gros défaut du film, c'est ses longueurs de scène et ses scènes rapportées qui rapportent pas grand-chose. On passe maintenant aux effets spéciaux. Et alors là, oh là là, c'est absolument incroyablement beau. J'ai rien à dire, c'est tellement magnifique. Il y a un travail, tant au niveau du design, des créatures, parce que bon, je spoile pas, ou si vous avez vu l'un, vous savez déjà. Mais bon, Gripsou crée des créatures, des fantômes, ce que vous voulez, en fonction de la peur de chacun. Si vous avez peur d'une araignée, il va vous mettre en scène des araignées pour vous faire peur. Voilà. Donc là, il va créer des créatures, entre guillemets, pas dans le subconscient des héros. Et elles sont absolument splendides, elles sont magnifiques, elles sont bien designées et en plus elles sont bien réalisées. Elles sont vraiment incroyables, c'est trop beau. On a même parfois l'impression que c'est même des costumes, du maquillage FX méga bien fait, tellement c'est réaliste. Franchement, waouh, vraiment trop beau. Et justement, ce que je parlais justement tout à l'heure, ça n'a rien à voir dans les effets spéciaux, mais j'en parle quand même, c'est les mises en scène sont absolument somptueuses. On a du double scare jump, c'est-à-dire qu'on a un scare jump, on se dit, pff, puis au bout de 30 secondes, boum, on en a une autre qu'on s'attend pas, et hop. Et on a 2-3 scènes de scare jump complètement inattendues. Ça, je trouve que c'était vraiment voilà, ça fait longtemps que je le pensais, et Mouchetti l'a fait. Genre, imaginez-vous une scène, voilà, il y a une famille en train de bouffer à midi sa soupe, vas-y, chérie, passe-moi le sel. Et là, sans musique, sans rien, bam, il y a un scare jump. Et le truc, vous y attendez pas. Et ça fait longtemps que je dis, mais pourquoi ils font pas ça dans les films d'horreur? Bah, Mouchetti l'a fait. Et je trouve ça génial parce que c'est vraiment, moi je suis pas quelqu'un qui est surpris, mais c'est la plus grosse surprise que j'ai eue du film. Donc voilà, excellent travail de Mouchetti à ce niveau-là. Ensuite, pour la BO, ça va paraître un peu lèche-cul ce que je vais dire, hein, mais de nouveau, il y a un énorme travail de musique, il y a un énorme travail au niveau de la palette de la banque son. Enfin bref, la musique c'est pareil, c'est tous des sons tirés de cirque, tirés de l'univers de l'enfance, des rires d'enfants, des boîtes à musique. Vous savez la musique des manèges qui fait tout, voilà, ce genre de truc, remixé dans une musique angoissante, et après avec des espèces de saccades de sons qui vont donner un effet complètement hyper angoissant, hyper déroutant. Voilà. Donc au niveau des morceaux de son, c'est vraiment du grand art et en plus c'est super bien placé. Au niveau de la banque son, pareil, chaque créature que ça va créer, voilà, émettra des sons absolument dégueulasses, mais pas dans le mauvais sens, c'est dégueulasse dans le sens et puis vraiment, je suis pas une créature qui vomit avec le son dégueulasse qui va derrière, la musique, ça donne du coup une créature hyper glauque, hyper sale, hyper dégueulasse, hyper effrayante. Ah, il y a un énorme travail de son là-dedans. C'est encore une fois, on sent qu'il y a de l'argent dans ce film. On le sent et ça fait plaisir parce qu'on se dit, putain, quitte à avoir du son, autant de faire du grand spectacle. Et ben là, franchement, au niveau des effets spéciaux et du son, ils sont au top. Donc, en conclusion, qu'est-ce que je pense de ce film réellement? Eh ben, je trouve que déjà, première chose très importante, si vous n'avez pas vu le premier, n'allez pas voir le deuxième. Ce serait vraiment dommage. Il faut vraiment que vous voyez le premier pour comprendre le deuxième. Ça, c'est très important. Pour ceux qui ont vu le premier, allez voir le deuxième parce que franchement, vous allez voir, il est très long. Il y a des scènes qui sont trop longues, comme je vous l'expliquais avant. Mais dans l'ensemble, c'est un très bon film, c'est du très bon spectacle. Il y a un énorme travail derrière au niveau de tous les niveaux, au niveau de la mise en scène, au niveau de l'interprétation de chaque acteur. Franchement, c'est un très bon film d'horreur et franchement, je vous le recommande vraiment. Voilà. J'ai fait le tour du film, j'espère que vous avez aimé la critique. Bah, si c'est le cas et que vous aimez ce que je fais, bah, vous n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez aussi activer la petite cloche de notification pour être au courant de mes prochaines vidéos. N'hésitez pas à faire flotter le petit pouce et à partager la vidéo avec vos proches. On passe maintenant à l'alerte spoil. Pour ceux qui veulent être pas spoilés, je vous dis bye. Et pour les autres, on se retrouve juste après l'alerte. On se retrouve donc pour les spoils en 4 points. Le tout premier point que j'ai noté est super important. Je parlais justement avant de la scène rajoutée où je me pense, voilà. Et cette scène rajoutée, en fait, c'est Mike qui explique à Bill que, en fait, il y a une communauté indienne d'Amérique qui saurait comment tuer Gripsou réellement. Et du coup, ce serait avec un rite chamanique, avec des artefacts et des machins comme ça. Et du coup, je me suis dit, mais je comprends pas. Parce qu'en plus, au début de l'explication de Mike, il explique bien que les Indiens avaient dit que Gripsou
ça faisait des millions d'années qu'il était sur Derry et qu'il était venu du ciel. Donc on part de l'optique que c'est un extraterrestre. Donc comment un rite chamanique peut tuer un alien? Ça n'a absolument rien à voir. Si on m'avait dit Gripsou est un démon, ok, c'est un alien. Non, c'est faux. Et justement, le deuxième élément, il a vachement à voir avec cette scène. Et c'est là où je me disais, putain, enfin, ils vont nous dire vraiment ce que je veux savoir. Moi, je m'attendais vraiment à savoir, au début de cette scène, qui était Gripsou, d'où il venait, qu'est-ce qu'il voulait, pourquoi c'est un clown, pourquoi c'est pas autre chose, pourquoi c'est pas une connerie, pourquoi c'est pas une bagnole, pourquoi c'est un clown. Voilà. Tout, qui est Gripsou? En fait, je voulais vraiment savoir la genèse de la naissance de Gripsou. Et en fait, au final, j'ai juste eu cette pauvre merde d'explication chamanique pour le tuer. Et justement, ça me ramène au troisième élément spoil, parce que tout est lié, hein, dans les déceptions, c'est juste ça. C'est qu'à la fin, justement, que je vous expliquais, à un moment donné, chacun part de son côté. En fait, chacun va chercher un artefact qui lui est propre. Cet artefact va permettre à faire le rite chamanique pour éliminer Gripsou. Et en fait, à la fin, après tout ce bordel, après 2 heures et demie de film, à la fin, en fait, ils se rendent compte que tout ce qu'ils ont fait pour le rite chamanique, ça n'a servi à rien, que tout ce qu'ils pensaient qu'ils allaient faire dans le premier film pour le tuer, bah, ça ne marchait pas, et je sais pas, dans les 10 dernières minutes, il y en a un, deux, je sais plus lequel ici, ah mais pour le tuer, il faut faire ça. Et il le tue comme ça. Donc 2 heures et demie de film, à aller chercher des artefacts, à aller faire ci, à pondre des théories, des machins comme ça, pour finalement dire, ah ben non, tout ce qu'on a pondu il y a 2 heures et demie, c'est de la merde, ce qu'on a vécu dans le premier pour le tuer, c'est de la merde, c'est ça la solution. Et ça a un peu déçu. Et le quatrième élément, là, pour le coup, il n'a rien à voir. Justement, c'est ce que vous expliquais. En fait, dans les versions 90 de ça, Ben, c'est celui qui avait écrit la petite carte à Beverly quand ils étaient gamins. Il avait écrit, oui, ta chevelure de feu, machin chouette. Il était amoureux de Beverly. Là, ils grandissent, et elle a toujours cru que c'était Bill. Et finalement, elle découvre que c'est Ben qui lui a écrit la carte, et elle sort avec. Alors, dans la version 90, c'est au bout d'une demi-heure de film qu'elle découvre que c'est Ben. Donc pour le reste du film, ils sont ensemble en couple. Et dans la version 2019, en fait, elle le découvre, mais tout à la fin du film, que c'est Ben qui lui avait écrit la lettre et à la fin, elle sort avec. Donc du coup, voilà, c'est ce que je vous expliquais. Mouchetti, il a pris des trucs comme ça, il les a un peu déplacés, mais au final, ça raconte la même histoire. Au final, on a la même finalité. Donc voilà. Je ne vous spoil pas plus parce que je pense quand même que c'est un film qu'il faut regarder. C'est quelques éléments qui m'ont un peu déçu, c'est quand même des bons spoils là, je trouve. J'espère que vous les avez aimés, et puis bah, comme les autres, vous savez déjà quoi faire, et puis je vous dis déjà, bah, bye bye.